Patrice Lumumba a 35 ans. Une ascension fulgurante pour quelqu'un dont la carrière politique n'a vraiment commencé qu'en 1958. Le formateur du gouvernement nomme un certain Joseph Désiré Mobutu secrétaire d'État. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Quelques jours après cette journée symbolique, où tous les Congolais semblent marquer leur unité, où tout laisse penser qu'ils vont enfin prendre en main leur destin, le 5 juillet 1960, à la suite d'un incident avec des officiers européens, une révolte éclate à Tisville et déclenche une mutinerie au sein de la force publique. Le seul véritable atout du pouvoir central. Lumumba annonce la promotion générale d'un grade et le choix des officiers par les soldats eux-mêmes. Mais cette solution ne fait qu'envenimer les choses. Beaucoup de soldats congolais ne veulent plus de leurs officiers belges. Paniqués devant les pillages et les nombreuses exactions commises par les mutins, la communauté belge s'enfuit vers la Rhodésie voisine. Patrice Lumumba démet le général Janssens qui s'opposait à toute africanisation des cadres. Il est remplacé par Victor Lundula, à la tête d'une armée nationale congolaise, l'ANC, dont le colonel Joseph Désiré Mobutu est nommé chef d'état-major. Son prédécesseur, le colonel Malance, raconte les circonstances de son choix. En fait, l'armée se trouvait sans aucun commandement. Et dans le bureau de Lumumba, il y avait son secrétaire, qui était l'homme Mobutu. C'était le seul homme qui avait une petite texture militaire. Et c'est comme ça, dans le bureau, en cherchant, il a vu, toi, tu prendras le commandement de l'armée. C'est comme ça qu'il est devenu commandant en chef de l'armée. C'est parce que le hasard était voulu, qu'il était à un endroit voulu, au moment voulu, comme Lumumba a dû prendre la décision. C'était le seul qu'il avait sous la main, qui avait une formation militaire. Il a été désigné à ma place. Dans le pays, la mutinerie se poursuit. Sans attendre l'autorisation du pouvoir central, l'armée belge, toujours stationnée dans l'ancienne colonie, fait appel à un contingent de parachutistes de la métropole pour attaquer par surprise l'armée nationale congolaise. Elle dit vouloir protéger l'exode des Européens épouvantés. Patrice Lumumba ne peut l'accepter. À l'agression de la Belgique, à la violence du gouvernement belge, nous avons répondu par la non-violence. Ce fut une révolte légitime des militaires contre les derniers vestiges du colonialisme. Les Belges, en nous accordant l'indépendance, croyaient que cette indépendance ne pouvait signifier autre chose que l'installation d'un gouvernement fantoche qu'ils pouvaient manœuvrer à leur gré. Le 11 juillet 1960, la situation se complique gravement. Profitant de la confusion installée par cette crise, Moïse Tshombe annonce la sécession du Katanga, proclame son indépendance et invite l'armée belge à assurer la protection de son pays. L'Union minière du Haut-Katanga soutient l'action de Moïse Tshombe. La Belgique ne ménage pas son aide et accepte l'union économique proposée par le Katanga. Il faut dire que Moïse Tshombe a toujours entretenu avec eux des relations privilégiées. Il s'est toujours déclaré contre l'africanisation des cadres que prônait Patrice Lumumba. Dans son manifeste de 1959, non seulement la Confédération des associations du Katanga se distinguait des autres partis en s'opposant à l'idée d'un gouvernement congolais, mais elle invoquait une déclaration de Monseigneur Jean-Félix Semptine, évêque du Katanga. La race noire n'a rien derrière elle. Peuple sans écriture, peuple sans histoire, sans philosophie, sans consistance aucune. Fin de citation. D'où l'objectif de la CONACAT. Veiller à la sauvegarde de la confiance des braves gens venus nous aider à sortir de la stagnation. Le lendemain de cette déclaration d'indépendance du Katanga, Patrice Lumumba demande l'intervention militaire des États-Unis d'Amérique pour maintenir l'intégrité du territoire congolais. Dwight Eisenhower, le président américain, refuse de lui accorder son soutien. Pour Léopoldville,
La perte du Katanga est une terrible menace politique et un dangereux exemple, mais surtout une catastrophe économique. Lumumba s'étant vu refuser l'atterrissage à Elisabethville, où il voulait dialoguer avec Tshombe, préfère encore écorner un pouvoir récent plutôt que de compromettre l'unité du pays. Coincé, il se retourne alors vers l'ONU pour solliciter son aide. Il rompt les relations diplomatiques avec la Belgique qu'il tient pour responsable de ce chaos. Il n'est pas dupe. Il s'est battu pour l'indépendance de son pays, mais n'ignore pas que l'économie congolaise est encore entre les mains de l'ancienne métropole et des anciennes sociétés coloniales. D'ailleurs, c'est 3 jours seulement avant l'indépendance qu'un habile tour de passe-passe permet aux Belges de sauvegarder leurs intérêts économiques. La métropole détenait un fort portefeuille d'actions et participations de près de 40 milliards de francs belges, soit plus de 3 fois le budget annuel congolais, dans la presque totalité des entreprises exerçant sur le territoire. Ce portefeuille aurait dû normalement revenir au nouvel État congolais, n'eût été une refonte de dernière minute des statuts de ces sociétés. Parfaitement conscient donc de cette situation où les intérêts des Belges dominent encore, Patrice Lumumba sait que la révolution reste à faire, qu'il faudra de profondes transformations économiques et financières avant d'atteindre la véritable indépendance. Pour lui, cette évolution passe par l'État unitaire, la condition sine qua non de sa réussite. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, constatant que la paix est gravement menacée, décide du retrait des troupes belges du Congo et leur remplacement par celles de l'ONU. Mais en réalité, dans l'esprit des grandes puissances, notamment de l'ambassadeur de Belgique au Congo, l'heure est venue d'envisager le remplacement de Patrice Emery Lumumba. Il songe d'ailleurs déjà au ministre des Affaires étrangères, Justin Bomboko, à qui il commence à faire une cour assidue, lui exprimant, je cite, « leur espoir de le voir à la tête de l'armée ou du pays ». L'ONU, de son côté, joue le jeu de la Belgique. Devant la rébellion katangaise, les casques bleus restent l'arme au pied. Ils ne font même pas mystère de leur opposition au gouvernement central de Patrice Lumumba. Quelques jours plus tard, profitant de la confusion ambiante, c'est au tour d'Albert Kalonji de proclamer l'indépendance du Sud Kasaï. Il devient le roi de cette province. C'est la partition du Congo. La Belgique qui tire les ficelles jubile. Son ministre des colonies ne cache pas sa satisfaction. Nous avons pratiqué trop longtemps le paternalisme. Et peut-être, j'espère que cela ne froissera personne, peut-être après avoir pratiqué trop longtemps le paternalisme, avons-nous donné trop vite l'indépendance. C'est dit, les Congolais ne sont pas mûrs pour l'indépendance.